C'est parti. Non, je vais prendre la parole, mais pour mieux la donner. Julien, peut-être présenter à nos amis qui connaissent pas encore bien le réseau, ce qu'il est, son objet, et puis après développer le modèle économique qu'il tente de construire. Merci. Alors, en fait, j'ai construit une présentation, mais qui est très centrée sur le réseau en tant qu'association nationale. Voilà, c'est juste pour qu'il y ait d'ambiguïté sur le fait que je ne vais pas forcément parler là de la question du modèle économique du point de vue des jardins, des jardins d'insertion bio dans leur territoire. Alors, c'est forcément un peu lié, mais là, je me suis concentré sur l'entame de réflexion intellectuelle qu'on a eue sur la rénovation de notre modèle économique. Voilà, donc c'est un peu plus désincarné, je veux dire, que la vision territoriale du jardin, qui fait l'objet là aussi d'un travail de fond. On est d'ailleurs en session à Thémis sur le modèle économique, etc. Voilà. Bon, alors je peux peut-être vous présenter, il faudrait que je partage mon écran. Alors, je vais te le donner. Bouge pas, attends, excuse-moi, il faut que je trouve une façon de le faire, mais je vais l'avoir. Partager l'écran. Normalement, est-ce que tu l'as là? Non. Alors, ça, c'est moi. Attends, excuse-moi. Hop, j'enlève, j'arrête, mais je vais te le donner à toi. Voilà, ça arrive. Hop, tu devrais l'avoir. Alors, partager l'écran, bim. Alors, voilà, donc j'avais cette question sur quel modèle économique le réseau Cocane font-ils sa stratégie de service. Donc, c'est très bien de m'avoir donné cette relance, enfin, de travail à faire, puisque c'est tout le processus qu'on a là aujourd'hui entamé. Alors, le problème, c'est qu'on entame à la fois la réflexion et l'action dans le même temps, ce qui est compliqué du coup quand on doit prendre du recul sur l'action qu'on mène, mais le temps qu'on a ensemble, justement, peut tout à fait nous aider à y voir peut-être un peu plus clair dans les questions. Je rappelle que ici, le réseau Cocagne, pour aller vite, c'est 102 structures en France qui cumulent projet social et environnemental au travers de structures des exploitations maraîchères bio qui occupent généralement 5 hectares et qui font travailler au total en France presque 5000 personnes en parcours d'insertion dans le cadre de la politique de l'emploi et mobilisent aussi plus de 800 encadrants, directeurs, etc. pour ces ateliers et chantiers d'insertion qui sont des structures associatives qui aident les personnes les plus éloignées de l'emploi à retrouver une trajectoire professionnelle et personnelle. Notre observatoire met en évidence le fait qu'on s'appuie aussi sur des communautés de consommateurs adhérents, 27 000 foyers concernés, qu'on mobilise du bénévolat, qu'on mobilise aussi un certain nombre de donateurs bénévoles et qu'on s'inscrit, comme on le voit en bas, à gauche, à droite, on s'inscrit, mais c'est tout petit, dans des missions d'intérêt général, puisque, si vous voulez, presque 50% ou 70% des budgets des jardins sont le fait de la politique de l'emploi, par l'aide au poste, etc. Donc, on est quasiment délégataire d'une mission de service public qui est l'insertion par l'activité économique. Voilà. Donc, le jardin se situe dans cette politique. Leur histoire est née en 91 avec la création d'un premier jardin, puis ensuite la multiplication. Alors, le premier jardin a été inspiré d'un modèle suisse d'insertion par le maraîchage bio qui peut-être existe toujours et il faudrait le vérifier et qui a été ensuite dupliqué en France et déployé dans tout le territoire dans le cadre de la création d'un réseau quelques années plus tard qui a eu pour fonction forcément de capitaliser, de mutualiser, capitaliser, diffuser le réseau, enfin le principe du jardin de Cocagne. Voilà. Et alors c'est ce que je vais essayer de montrer ici. La création a été l'objet du réseau par plusieurs fondateurs, mais une figure ressort tout de même dans la création de tout cela. C'est Jean-Guy Henkel, le premier
directeur, on va dire, du jardin bio de Besançon, le premier jardin, qui ensuite a dirigé le réseau pendant 20 ans. On le verra dans quel contexte stratégique et dans quel contexte de transition ensuite, pour bien comprendre nos enjeux de rénovation du modèle économique. Voilà, donc cette trajectoire, elle est présentée ici. Premier jardin, mise en place des pratiques d'essaimage, hein, donc c'est surtout les travailleurs sociaux qui, évidemment, venaient voir comment ça se passait et décidaient d'ouvrir des jardins de ce type, souvent à côté de centres d'hébergement sociaux. Création du jardin, ensuite institutionnalisation de l'activité comme toute association avec des démarches qualité, etc., de professionnalisation classique, et l'émergence d'un plan stratégique, je vais revenir là-dessus, pour arriver ensuite à un programme dit de changement d'échelle. Alors, changement d'échelle des jardins et du réseau Cocagne. Les deux allant ensemble. La notion de changement d'échelle, évidemment, pas anodine sur ce projet de modèle économique. Ce projet stratégique sur lequel je me permets de revenir est basé sur un constat d'intensification concurrentielle. Donc, on est dans un schéma où il y a une difficulté d'accès à la ressource publique, au financement public, une inégalité d'accès, en même temps une montée du chômage structurel, des exclusions et une hausse de l'intensité concurrentielle autour des débouchés des paniers bio en France. Alors, évidemment, tout ça est un peu daté parce qu'il n'y a pas eu véritablement de baisse des financements publics, ça on le verra. La montée du chômage et l'exclusion, ça par contre, c'est tout à fait vérifié et intensifié. Par contre, il n'y a jamais eu autant de demandes de produits bio aujourd'hui, ce qui fait qu'aucun jardin ne se retrouve en situation de devoir négocier des surplus, des invendus. Donc, c'était un contexte particulier en 2010, correspond à une petite période de crise avant un redécollage de la bio, etc. Et tout ça joue évidemment sur l'analyse derrière. Voilà. Donc, du coup, le projet, les solutions pour répondre à ce contexte, dans cette stratégie du changement d'échelle, ont été basées pour le réseau Cocagne par une logique dite d'entrepreneuriat et de mobilisation de ressources financières. Donc, on a la création logique foncière, si vous voulez, de sociétaires qui mettent leur épargne et qui permet ensuite de financer des emprunts de jardins. On a un fonds de dotation, Cocagne Don, donc on a une logique d'offre de produits financiers groupe Cocagne. On a également une logique entrepreneuriale, j'y reviendrai, sur la création d'un site national sur lequel nous sommes aujourd'hui, et qui était basé notamment sur une offre commerciale de restauration censée créer une capacité d'autofinancement et donc répondre à ces enjeux d'autonomisation du financement, d'accès au financement et de couverture du besoin de fonds de roulement du réseau Cocagne, qui est très dépendant des contraintes des fonds sociaux européens qui sont mobilisés par notre tête de réseau. Voilà. Et ensuite, effectivement, un club entreprise qui, au niveau des territoires, avait vocation à densifier le rapport entre les jardins et leur tissu entrepreneurial local pour créer des passerelles emploi d'insertion et également des flux de financement de ces jardins à travers le lien direct avec l'entreprise et sa stratégie philanthropique. Pour aller vite, l'atterrissage de cette stratégie, mais c'est toujours délicat de parler d'atterrissage puisque c'est une stratégie de long terme, le principe du pilier de la maison Cocagne, effectivement, est devenu, a toujours été problématique avec la nécessité de repenser un plan de financement et l'abandon du projet du restaurant. Le principe du groupe Cocagne, basé sur un certain nombre d'entités chargées du développement, et dont le groupe permettait d'en gérer la dimension stratégique, n'a pas fonctionné, notamment par le principe que les outils qui ont été créés ont été soit
peu efficaces dans leur capacité de collecte, soit déficitaires dans leur organisation. On pense notamment à l'outil quasi-bancaire de Cocagne Investissement qui avait été pensé et qui s'est retrouvé très vite déficitaire. La question des clubs entreprises qui nous intéresse parce qu'elle pose la question de l'ancrage territorial des jardins a été amorcée avec un déficit d'animation nationale et surtout une dimension très chronophage d'animation locale de ces clubs entreprises qui ont pu être lancés. Et enfin, il y avait une question quand même qui ne figure pas dans les 3 piliers, mais qui est quand même posée ici, c'est effectivement le fait que les adhérents ne s'y retrouvaient pas non plus dans la capacité du réseau de les accompagner sur leurs besoins de développement, notamment la création d'outils. La création d'outils ou le fléchage d'investissements thématiques comme sur les serres, la couverture serre, etc. Voilà, donc un ensemble de questionnements qui fait que la stratégie de changement d'échelle a été considérée comme très auto-centrée sur le réseau Cocagne, notamment l'outil Maison Cocagne, légitime dans ses constats d'accompagnement, mais néanmoins peut-être pas complètement efficace dans ses réponses. Bon. Donc, le contexte, vous voyez, de cette stratégie, c'est très vite le contexte d'une crise. Le contexte d'une crise. Donc, la construction de cette stratégie du changement d'échelle est intéressante parce qu'elle a fait appel à de multiples ressources de consultance, notamment externes, et de négociations partenariales, notamment avec des grands financeurs du réseau Cocagne qui étaient eux-mêmes habités par des stratégies sur la question philanthropique. Je pense à AG2R La Mondiale, etc., qui entendaient bien faire aussi du réseau Cocagne une sorte d'avant-garde de cette question de l'investissement philanthropique dans le monde associatif sur des logiques sociétales. Voilà. Bon, j'y reviendrai plus tard, mais pour dire qu'énormément de moyens ont été mobilisés dans cette stratégie de financement, de partenariat, une stratégie de grande ambition sur cette logique de changement d'échelle qui tout de même peut s'apparenter à une logique volumétrique. Le fait que le changement d'échelle est ici perçu par l'augmentation des capacités de production, des capacités de partenariat, de l'augmentation des volumes financiers, etc. Voilà. Néanmoins, il faut louer l'originalité d'un réseau qui a quand même réfléchi sur son modèle économique et notamment la capacité de repenser ses contraintes administratives, ses contraintes politiques, publiques, institutionnelles, etc. Le fait que ce soit un petit réseau à l'intérieur du monde de l'insertion. Et donc, la réflexion a été quand même originale dans ce qu'elle a mobilisé vraiment beaucoup de parties prenantes. Force est de constater que cette crise est là, avec le départ du directeur, la redéfinition d'un projet avec le recentrage sur des missions d'accompagnement de jardin, la volonté, je cite le président, de sortir d'une stratégie d'outils, Maison Cocagne, Cocagne Investissement, etc. Et immédiatement, un recentrage métier, une baisse de la masse salariale, l'obligation de recapitaliser très vite le projet Maison Cocagne, d'en renégocier ses fonctionnalités, de repasser par une gouvernance élue qui change complètement le conseil d'administration, tout en se basant sur des audits externes qui nous sont plus ou moins imposés par nos partenaires financiers qui s'inquiètent de la situation, évidemment, de crise, de cette tête de réseau, avec des alertes maximales qui sont posées par les audits sur la situation financière du réseau, etc. Tout en considérant que les nouvelles orientations sont prometteuses, mais néanmoins chargées de questionnements, notamment sur le fait que l'ambition qui est posée, elle est quand même paradoxale avec une situation de crise où finalement les capacités d'agir sont limitées ou doivent être priorisées. Voilà. Donc, on est là en plein dans le vécu de notre situation. Alors, en même temps, moi, je me plais à penser que dans des situations de crise aiguë, c'est là qu'il faut être le plus ambitieux sur sa projection sociétale et politique. Voilà, c'est-à-dire c'est là qu'il faut repenser sa constitution. Comme disaient les constituants de l'Assemblée constituante, alors que se tonnaient les canons autour
de Versailles, etc., nous ne sortirons pas de cette pièce sans une constitution, quoi. Parce que la priorité, c'est ça. Alors que certains disaient que la priorité, c'était de colmater les brèches et d'arrêter tout le processus politique. Dans une situation de crise, je pense qu'il est parfois nécessaire de tout repenser pour rebâtir ensuite les capacités d'agir. Voilà, donc il est évident que cette longue stratégie de changement d'échelle et de penser sur le modèle économique du réseau Cocagne est évidemment encore présente, et à juste titre. Il y a quand même une forme de continuité dans nos réflexions. Néanmoins, il y a quelques ruptures. Dans ces continuités, on a voté dans un consensus d'ailleurs de conseil d'administration qui pour autant a été en crise, 2 axes stratégiques qui sont liés à 2 dimensions de ressenti et de vécu des jardins. C'est la question de bien vivre son métier. C'est-à-dire, on sent tout de même qu'il peut y avoir des ressources humaines. On a vu, il y a plus de 800 encadrants, etc. Il peut y avoir une souffrance, une sorte de souffrance, ou du moins une difficulté de vécu par rapport à l'insécurité économique et juridique des jardins de Cocagne dans leur contexte, et une force de vie et de dynamisme qu'on retrouve dans le réseau Cocagne qui projette dans l'avenir des fonctionnalités, des développements, des idées, des projets, etc. Je vous passe le détail de ces orientations, de ces 2 grands axes, qui sont des axes très détaillés ensuite. En termes de continuité, le cadre associatif reste évidemment la base de notre réflexion, notamment sur les missions d'intérêt général et l'optimisation des ressources publiques, privées, etc. Mais on n'est pas sur le constat. On a changé de constat. On ne considère pas forcément qu'on est dans une raréfaction de la ressource publique. On va voir que la ressource publique peut être évidemment, au contraire, à la demande. Voilà. La démarche de réseau est aussi une forme de continuité et de rupture. Il y a vraiment une volonté d'inverser une logique pyramidale descendante pour tenter de créer une réflexion sur la logique transversale d'animation de réseau, etc. Un cadre politique qui est repensé, on l'a vu, ça a été pensé dans une logique de mise en concurrence des acteurs, de vécu, ce qui est une réalité. Or, on s'imagine qu'on peut aussi inverser cette tendance qui nous mine par une logique plutôt partenariale et coopérative qui reste à construire. C'est une autre vision du rapport à l'autre. L'autre comme partenaire, notamment du secteur de l'IAE, etc. Bref, une tête de réseau en phase expérimentale dans ses missions et ses partenariats qui est quand même qui doit dealer des enjeux de court terme et de long terme. La stratégie de service, du coup, si j'en arrive à tous ces éléments de questionnement, alors qui ont fait l'objet, vous imaginez bien, de réunions régionales, de séminaires, de groupes de travail, de commissions, etc., de discussions de conseils d'administration, etc. C'est un immense travail délibératif, cette question de se penser dans sa nouvelle stratégie et dans ses modalités opérationnelles. C'est un immense travail de réflexion qui finalement ne cesse jamais quand on est une tête de réseau associative, ne s'arrête jamais et ne peut pas s'arrêter. C'est pas... Donc, sur la question de la proposition de valeur, c'est une réflexion. Alors, je reprends les entrées athémisiennes aussi de l'économie de la fonctionnalité sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on est loin encore d'avoir complètement abouti. Voilà, contrairement à la stratégie que nous quittons, qui était une stratégie très, très bordée, chiffrée, analysée, etc. Donc, nos enjeux, c'est effectivement d'essayer de penser ce modèle économique du réseau dans un cadre méthodologique que vous connaissez bien, essayer d'élargir notre vision du modèle économique au-delà d'une vision simplement comptable de notre budget, etc. Pourtant, est le point clé de la confiance des administrateurs dans la tête de réseau, dans son administration. Essayer de considérer un peu totalité de transactions marchandes et non marchandes et d'agencements marchands et non marchands que nous créons dans notre tête de réseau avec notre écosystème. S'appuyer aussi sur toutes les capacités d'innovation de l'association qui peut tout être, tout faire.
du commercial, de l'économique, du partenarial, du politique, qui peut créer toute forme de démocratie et d'organisation démocratique, etc. Tout est possible dans le monde associatif. Et essayer de s'entourer de partenaires pertinents. Atemis a été évidemment un partenaire plus que pertinent, qui n'est pas un partenaire sorti de nulle part, qui est un partenaire qui, encore une fois, vient du terrain, puisque amené par notamment Dominique S. à travers l'accompagnement de son projet d'Écopole alimentaire. On a bien une inversion de la ressource qui ne vient plus d'en haut, mais qui vient du terrain. On peut dire qu'on a 3 grandes propositions de services. Pour faire très simple, et encore, ce n'est pas du marbre, servir le développement de nos adhérents, ça paraît une évidence, mais c'est une priorité ici, avec deux grandes dimensions. C'est effectivement la sécurisation de leur exploitation et ensuite la qualification de leurs besoins de développement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nos jardins sont parfois structurellement déficitaires, sont structurellement déficitaires très souvent, parce qu'ils tiennent une quadrature du cercle entre l'insertion, projet social, l'ancrage territorial, la réussite d'une exploitation agricole en maraîchage bio. C'est évidemment, tout ça est très très compliqué, des ressources hybridées, etc. Donc, arriver à sécuriser leur fonctionnement, c'est une priorité. Et pour ça, on mobilise un certain nombre de capacités d'investissement matériel et immatériel, parce qu'on mobilise des financements publics, privés, et qu'on met à disposition des ressources. On essaie aussi d'intervenir sur leur cadre normatif, les dispositions de politique publique de l'insertion. On essaie aussi de mobiliser des connaissances et des expertises pour travailler leurs innovations, et c'est tout le travail notamment avec Atemis. Tout ça a quand même débouché sur des résultats. Je vous invite à voir, quand vous aurez le temps, le site territoire-cocagne.fr qui présente une approche multifonctionnelle du jardin de Cocagne et donc théorise cette multifonctionnalité, modélise cette multifonctionnalité à travers des territoires d'inclusion sociale, d'alimentation solidaire, de filières professionnelles, à travers la production et la transformation et la distribution. Donc, on essaie d'objectiver ce que font les jardins, comment ils répondent à des besoins identifiés dans les territoires et comment cette multifonctionnalité redéfinit leur modèle économique qui, du coup, appelle de nouvelles formes d'accompagnement qui ne sont pas exclusivement liées à la publication de références technico-économiques en maraîchage bio d'insertion. Une carte de France qui montre l'ampleur des dispositifs mis en place par les jardins pour accompagner les personnes, les territoires, les politiques publiques, etc. Voilà, donc on objective tout ça. On a une proposition de service qui est clairement dirigée vers la puissance publique à un niveau national et local, qui est de contribuer à la définition de politique publique et la mise en œuvre de politiques publiques. Alors là, on est dans les 2 dimensions du réseau associatif, qui sont à la fois de faire descendre des politiques publiques sur notre réseau et de faire remonter des palpations d'intérêt général, des expérimentations vers la politique publique pour pouvoir l'inscrire dans ces modalités opérationnelles. On est dans une dimension très intersectorielle, vous l'avez vu avant, de la politique, puisqu'on va toucher plusieurs grands secteurs, emploi, inclusion, insertion, cohésion sociale, territoire, agriculture, biodiversité, transition écologique, éducation, santé, etc. On agit aussi sur l'intérêt général du point de vue de la question philanthropique, en ayant des relations extrêmement diversifiées et denses avec les fondations d'entreprises en particulier. C'est une originalité du réseau qui fait vraiment sa force. On redistribue près d'1 million d'euros par an à nos adhérents par le biais de ces transactions philanthropiques qui posent par ailleurs un certain nombre de problèmes et de problématiques. Donc, un exemple de proposition faite aujourd'hui à la puissance publique de développement de territoire Cocagne,
c'est effectivement être en mesure de leur dire nous pouvons aider à la création de différents échelons de territoire, d'un jardin de cocagne à une plateforme logistique territoriale, à la constitution de tiers-lieux multifonctionnels dans les territoires, l'ensemble de ces fonctionnalités pouvant former des écopoles alimentaires, à l'instar de celui de notre président, qui a construit un référentiel d'ailleurs aujourd'hui. On peut compter 3-4 écopoles alimentaires réalisées ou en construction et qui, du coup, travaillent sur des échelons qui deviennent quasiment à l'échelle départementale maintenant. Donc, ça devient un petit peu costaud. Voilà l'exemple de propositions de services qu'on peut faire à la puissance publique avec évidemment des impacts de politique publique qui sont recherchés sur compétences, emploi, lien social, etc. Enfin, on a une obligation de servir la transition écologique et sociale du point de vue de l'économie solidaire, pas seulement du point de vue des politiques publiques ou des relations entreprises, quoi. Voilà. Donc, l'objectif, là, c'est bien effectivement d'identifier, de mobiliser des partenaires autour du réseau Cocagne. Ça veut dire que là, on quitte une vision auto-centrée du réseau sur lui-même, qui du coup perçoit l'autre dans un espace concurrentiel, à une dimension qu'on essaie de faire basculer vers une approche collective, partenariale, logiciel libre du territoire Cocagne avec d'autres réseaux. Évidemment, c'est complexe. Réseau de l'insertion par l'activité économique, de l'économie sociale et solidaire, du caritatif sur l'alimentation sociale, etc. Essayer de transformer ça en collectif agissant, consortium d'acteurs qui peuvent déployer des offres sur le terrain. On essaie aussi de s'investir dans le débat politique et sociétal, ce qui n'était pas forcément le cas d'une approche plutôt auto-centrée sur cette stratégie de changement d'échelle. Un exemple de schéma stratégique qui est travaillé aujourd'hui, avec en abscisse et en ordonnée, une dimension transcendantale portée par le projet Cocagne, les territoires Cocagne, cette capacité de mettre des gens en activité pour qu'ils retrouvent le sens, tout en étant dans des territoires de bien vivre, alimentaires, solidaires, qui évidemment sont des lieux ressources pour les personnes en situation de précarité. Et par contre, d'une manière plus pragmatique, une tentative de rénover l'économie un peu en profondeur autour de partenariats professionnels, d'inclusion, de filières bio et de logiques de transition et d'économie environnementale. Alors, une fois qu'on a posé ces trois dimensions, servir le développement de nos adhérents, l'intérêt général, l'économie solidaire, etc., autour des projets Cocagne, on s'interroge sur les enjeux, les pratiques de modélisation économique, notamment de mobilisation de la ressource, parce que tout ça est très ambitieux, très, très ambitieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un réseau de 17 salariés, 2 millions d'euros de budget, 100 adhérents, pour avoir de telles ambitions? C'est là, effectivement, où on essaie d'innover. Alors, premièrement, dans la mobilisation de la ressource, vu qu'on ne peut pas le faire tout seul, et qu'il serait illusoire de tenter de le faire tout seul, ou de le faire faire par nos chargés de mission, on essaie d'organiser un système coopératif de compétences identifiées en interne du réseau et en externe du réseau des partenaires. Alors, c'est évidemment de la gouvernance de projets associatifs qui mobilise le plus possible notre bénévolat, nos administrateurs, dans la détermination des axes de travail, commission, groupe de travail, etc. D'autant que nos bénévoles et les administrateurs sont des gens ultra compétents, expérimentés. On identifie aussi la ressource experte au sein du réseau et des jardins. On essaie de la qualifier et de trouver les moyens de la financer pour les mettre en relation avec les besoins des jardins de Cocagne. Donc, c'est une approche de recensement de la compétence, en fait. Considérer qu'elle n'est pas dans la tête de réseau, qu'elle est dans le réseau. Le cœur de réseau, passer de la tête au cœur de réseau, dit-on, en travaillant aussi à la construction d'un dispositif partenarial d'accompagnement à la transition écologique. J'y reviendrai.
logique de complémentation de ressources. Voilà. Donc, c'est quand même un changement de métier pour la tête de réseau que de repenser ce modèle économique, qui n'est plus celle d'une tête de réseau d'expertise descendante, mais bien de capacité de faire remonter de l'expertise pour la distribuer à l'intérieur des jardins de Cocan dans des logiques de pair à pair. Évidemment, dans la mobilisation de ressources, c'est les partenariats d'action publique. Il y a aujourd'hui des opportunités historiques pour nous, notamment du point de vue de ambition-inclusion, avec 1 milliard d'euros, etc. Le plan économie circulaire du ministère de la Transition écologique. On a également des actions publiques avec des offres importantes sur les systèmes alternatifs de l'aide alimentaire en France, la validation de notre programme de panier solidaire par la délégation internationale de la pauvreté. On a le ministère de l'Agriculture via son agence bio qui effectivement est en passe de soutenir notre stratégie de filière, puisqu'on peut être un acteur intermédiaire des filières. On a des appels très forts du pied sur la construction de fabriques de territoire, ou appelées aussi tiers-lieux. Ça signifie que la ressource, elle est bien celle des politiques publiques nationales et qui, évidemment, cherche des porteurs de projets. On sait que c'est beaucoup plus compliqué ensuite de concrétiser tout cela. On essaie aussi d'interroger, de challenger l'offre philanthropique. En clair, de moins être compétiteur sur le marché de la philanthropie, à travers la réponse aux appels à projets, et d'essayer d'être plus offreur d'actions philanthropiques qui permet de mieux situer nos demandes, nos besoins, nos prérequis. Ne pas courir l'appel à projet qui atteint des sommets de mise en concurrence des acteurs associatifs les uns contre les autres, mais essayer de proposer des réponses collectives pour mobiliser des fondations sur des réponses collectives. C'est évidemment, ça a des incidences concrètes de limitation de coûts de transaction qui sont très élevés pour accéder à cette ressource philanthropique. Enfin, la Maison Cocan, le siège national ici, reste une ressource stratégique, même si elle est problématique dans ses conséquences financières notamment. Elle est un lieu d'expérimentation de cette offre de services sur un site dit d'envergure nationale, d'intérêt national, qui est le plateau de Saclay. Elle est le lieu des constructions et des consolidations des partenariats. C'est là que les partenaires se rencontrent ou se prospectent. Et elle est aussi un espace de recherche, action, à travers les sessions Athémis, des sessions universitaires différentes qu'on a programmées ou qu'on va programmer avec des intervenants. Donc, elle nous permet d'incarner sur un lieu la mobilisation de cette ressource. Si je passe à l'organisation de la production, je ne vais pas détailler les 6 entrées, je vous rassure. Une fois qu'on a dit ça, il nous reste maintenant à travailler différemment. Donc, l'objectif, c'est la mutualisation et la complémentation des capacités d'accompagnement. On ne peut pas faire tout seul. Comment on le fait avec les autres? Sur les aspects matériels et immatériels. Donc, par exemple, le logiciel de commercialisation qui était attendu par nos membres, au lieu que le réseau le porte lui-même et donc fasse l'investissement matériel pour les réseaux et ensuite soit dans une logique de clientèle, de recherche de clientèle avec ses adhérents, on a décidé et réussi la création d'une société coopérative d'intérêt collectif pour externaliser et mutualiser le développement logiciel et sa mise en œuvre par les jardins. Aujourd'hui, les jardins sont en test. Avant, il y a 4 jardins en test et bientôt un déploiement à l'échelle nationale. La gouvernance de la SIC et la logique des flux financiers entre la SIC et la tête de réseau restent des points à éclaircir. Néanmoins, on a déjà réussi ça, sortir d'une logique clientéliste entre sa tête de réseau et ses adhérents sur cette offre de service. On réfléchit de la même façon à repenser l'organisme de formation qui est soumis, comme vous le savez, à une certification nouvelle à partir de 2022 et réfléchir à une offre de formation, un organisme de formation mutualisé avec des partenaires stratégiques pour nous, qui soient experts du réseau, consultants, habitués à nous suivre, ou partenaires associatifs qui veulent aussi mutualiser leur offre de formation. Donc, cette logique de mutualisation-externalisation, elle est travaillée concrètement aujourd'hui par le réseau. On cherche aussi à organiser un consortium d'accompagnants
qui associerait le réseau COCAN, les experts, les partenaires, au chevet de nos jardins et de leur stratégie de développement. Donc, on est bien dans une action concrète d'imbrication de compétences et de création de nouvelles valeurs à travers ces 3 exemples notamment, et en particulier le consortium d'accompagnement. Immédiatement derrière, derrière cette mutualisation et cette complémentation, il y a aussi des débouchés de financement qui s'ouvrent, des fléchages de débouchés qu'on souhaite mettre en place sur cette offre d'accompagnement. Ils sont identifiés et en même temps négociés avec les dispositifs publics qui les animent, notamment l'accompagnement des associations à travers le dispositif DLA et l'accompagnement de l'insertion à travers les fonds de développement de l'insertion. Petit schéma tout à fait théorique et rêvé pour le réseau Cocagne, un schéma de consortium d'accompagnement qui met en évidence des acteurs externes au réseau Cocagne sur différentes compétences. On y retrouve la Thémis, l'UEFC, Solvia, l'ERIS, Equitas, etc. Des gens qui sont évidemment très proches idéologiquement, intellectuellement, de nos perspectives et qui nous accompagnent. De l'autre côté, on essaie de faire apparaître des ressources internes au réseau Cocagne, c'est-à-dire des organismes de formation existants dans le réseau Cocagne, comme le réseau Cocagne, et spécialisés sur un certain nombre de sujets de développement. Enfin, ce consortium alimente ou est alimenté par des partenaires de contenu, Terre de Liens, l'Atelier Paysan, Réseau Liste, le Labo de l'ESS, et financé par des dispositifs qui financent l'ingénierie, comme la VISE avec le DLA, France Active, la Banque des Territoires, etc. Ensuite, dans l'organisation de la production, il y a déjà cette ambition de consortium d'accompagnement. Il y a aussi une ambition d'un double accompagnement déployé au niveau territorial pour les jardins, à travers une foultitude de dispositifs alignés, qui sont des logiques horizontales de pair à pair pour la plupart, et aussi la construction d'une offre mutualisée d'accompagnement et d'investissement matériel et immatériel. C'est ce qu'on aimerait créer, un appel à manifestation internationale ou un appel à projet, ou un cahier des charges, si vous voulez, national, sur lequel s'adosserait un certain nombre de partenaires financiers, de partenaires de contenu. Toujours pareil, on inverse la logique, plutôt que de courir des appels à projets ou d'essayer de rentrer dans les cases des appels à projets, nous déterminons les éléments de notre appel à projet sur lequel s'adosseraient des partenaires institutionnels qui recherchent des porteurs de projets de ce type-là, transition écologique et sociale, etc. Très ambitieux, très politique, très institutionnel. Mais quelque part, c'est évidemment un renversement de modèle économique. Pour les jardins comme pour nous. Voilà. On essaie de trouver autour de nous un certain nombre de garanties de déploiement plutôt que d'avoir à chaque fois à pallier aux carences d'accompagnement et d'investissement. Créer les conditions des garanties pour des territoires viables et pérennes au niveau national comme au niveau local. Pour donner un exemple, on pourrait, dans l'organisation de la production de cet appel à projet, mutualiser en fonds d'amorçage un certain nombre de ministères qui ont des dispositifs de financement parfaitement conformes aux projets qu'on peut mobiliser. Ça va du ministère de la Justice sur l'accueil des tiges jusqu'évidemment au ministère du Travail sur le plan ambition, inclusion, etc. On est en relation avec tous ces ministères. Évidemment, l'interministérialité, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est un leurre d'arriver à imaginer. Voilà. C'est nous qui sommes à la construction de ces briques qui vont venir permettre le développement de nouveaux territoires. Reste enfin des enjeux à travailler pour nous. Là, je vous ai dit tout ce qu'on avait fait, objectivé, en synthèse. Maintenant, il y a des gros enjeux sur cette réflexion du modèle économique qui ne sont pas du tout aboutis. La gouvernance du modèle coopératif, par exemple, quand on dit qu'on passe d'un réseau vertical à un réseau transversal, on a plus de questions que de réponses.
notamment la capacité de mobilisation des adhérents en tant qu'experts et en tant que partenaires de l'offre de service. La place de la tête de réseau, que lui reste-t-il? Quelle est sa fonction? Si c'est transféré au transversal, l'animation de la transversalité, beaucoup de questions de gouvernance. Sur l'enjeu d'association, consortium, d'accompagnement, etc., voilà, donc je prends l'exemple d'Atemis, etc. Voilà un accompagnement structurel, orienté en valeurs, en finalité, etc., qui nous oblige aujourd'hui à retrouver des questions de gouvernance sur la relation entre le réseau et Atemis dans l'accompagnement des jardins. Toutes les questions de gouvernance qu'on peut avoir dans une offre de services qui vont de la mobilisation de la ressource au partage de la valeur. Enfin, si on mobilise ces consortiums de projets, on doit à chaque fois réinterroger la place des acteurs publics et privés dans ce dispositif, où situer les partenaires de contenu, comment mobiliser ces acteurs avec nous, sans corrompre les finalités qu'on recherche. Ce qu'on a engagé sur un certain nombre de partenariats interassociatifs aujourd'hui montre l'extrême lourdeur et difficulté de travailler des orientations et des finalités communes avant d'arriver à des aspects opérationnels. Enfin, un défi fondamental, c'est le financement de ce modèle coopératif, bien sûr. Comment on fait à un moment donné pour accumuler et répartir cette valeur? Bon, ça découle de toute la réflexion précédente, mais les questions sont quand même posées aujourd'hui et pas finalisées. Il nous faut financer pour le réseau Cocagne nos missions socles d'accompagnement et les faire reconnaître par les pouvoirs publics. Le tout, c'est qu'ils reconnaissent l'originalité de la proposition et qu'ils deviennent partenaires de cette proposition de politique publique et qu'ils ne nous considèrent pas comme une tête de réseau qui a sa clientèle, cette boutique, puisqu'on peut appeler ça une boutique, et qui effectivement doit être financée pour elle-même. Voilà. Ce type de dialogue est extrêmement dévalorisant, à la fois humainement, moralement et financièrement. On ne gagne à rien à se situer dans cette logique. Donc, il faut qu'ils nous reconnaissent comme un partenaire de leur politique publique. Et pour ça, évidemment, il faut réévaluer complètement notre position par rapport à leur dispositif. Les partenariats philanthropiques doivent être repensés autour de cette double logique d'accompagnement national et local. Toujours pareil, nous proposons des axes, des orientations, des méthodes, des dispositifs. Comment se greffent-ils sur nos orientations et comment on a un dialogue de gestion, une transaction, une négociation autour de la place de la philanthropie dans l'orientation du réseau Cocagne et comment ça débouche ou pas sur une augmentation des capacités financières. C'est des sujets extrêmement lourds, déjà entamés, où le réseau Cocagne ne se retrouve évidemment pas en situation de rapport de force toujours positif face aux grandes entreprises avec lesquelles nous travaillons. Vinci, le groupe Carrefour, etc. Enfin, on a évidemment des questions sur une organisation interne qui, donc de ressources humaines, qui valorise le mieux du monde, le mieux possible, la diversité des statuts dans le réseau. On peut être salarié, directeur de structure, président élu, président bénévole, ex-directeur, ex-président devenu consultant. Il y a une foultitude de situations. Et nous, il faut qu'on arrive à, évidemment, monétiser, en quelque sorte, pour mieux reconnaître cet apport d'expertise en termes de temps et de qualité pour les mobiliser auprès de nos adhérents. Et ça suppose de repenser le cadre associatif, le cadre des ressources humaines, forcément limiter la masse salariale du à tête de réseau pour élargir la base experte mobilisable à travers du bénévolat ou de la consultance, du consulting, de nos experts. Donc, ça bouscule beaucoup nos cadres de pensée entre salariat, bénévolat, expertise externe, expertise interne, etc. Et enfin, il faut aussi qu'on, dans ce modèle coopératif, qu'on partage mieux les risques entrepreneuriaux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. C'est l'exemple de la création de la SIC dont j'ai parlé tout à l'heure. Être capable d'externaliser et de créer des outils entrepreneuriaux d'accompagnement, c'est éviter que le réseau emporte la totale responsabilité
de mise en œuvre et de rentabilité. Tout ça a beaucoup de sens sur le site national du plateau de Saclay, où effectivement le risque entrepreneurial est porté aujourd'hui uniquement par nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas mis aujourd'hui en situation de partenariat d'activité et financier avec d'autres sur ce site. Voilà. Donc on est très solitaire finalement sur ce modèle entrepreneurial qui devait être une pierre angulaire d'un modèle d'autofinancement du réseau. Voilà. Aujourd'hui, c'est non seulement pas un modèle d'autofinancement, mais c'est un modèle déficitaire dans la tête de réseau. Donc là, on a un défi entrepreneurial qui est colossal, mais superbement intéressant. Voilà, donc ça fait évidemment beaucoup de questions. Ce que je peux dire en synthèse de nos réflexions, c'est quelque part, on était finalement, la stratégie du changement d'échelle s'est alignée d'une manière opportuniste, et je ne dis pas ça méchamment, c'est-à-dire opportuniste, c'est-à-dire maligne. Elle s'est alignée sur les attentes du New Public Management, qui est par exemple des subventions égale délivrable des impacts. La venture philanthropie, je la qualifie de venture philanthropie, c'est-à-dire le retour sur investissement philanthropique. On n'est pas jusque-là, mais on n'est pas loin. Voilà. On est sorti de cette vision un tout petit peu anglo-saxonne, c'est pour ça que je l'ai mis dans la langue originelle, au choix stratégique d'une posture critique et propositionnelle de rénovation de l'économie, en général, l'économie en général, et donc de la place de l'action publique, de la place de la philanthropie dans cette question de la rénovation de l'économie. Ce nouveau modèle économique de réseau doit être complètement aligné au nouveau modèle économique des territoires Cocad. C'est cet apprentissage collectif de l'économie de la fonctionnalité que nous menons depuis maintenant 1 an avec Athémis, pour essayer d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants pour le jardin de Cocad comme pour la tête de réseau. La tête de réseau ne peut pas avoir une intelligence de son modèle économique qui serait différente de celle qu'elle prône pour les jardins de Cocad. Voilà, donc c'est un projet ambitieux qui va prendre des années, qui est expérimental, c'est-à-dire non stabilisé, qui pose presque plus que de questions qu'il apporte de réponses, mais qui est en adéquation avec l'état de notre monde. On ne peut pas ne pas être complètement impliqué, y compris dans notre modèle, dans une transition écologique et solidaire qui repense les modèles économiques. Voilà. Évidemment, tout ça dans un contexte extrêmement tendu de réalisation, puisqu'on doit concilier immédiatement les aspects court terme et les aspects long terme, qu'on doit gérer des appropriations internes sur cette réflexion de fond et externe, et c'est loin d'être facile, et qu'on doit ajuster des réponses d'accompagnement qui sont aussi des questions de recherche. Basculer uniquement sur l'un ou uniquement sur l'autre déséquilibrerait totalement l'édifice. Voilà ce que j'avais à dire en synthèse. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop abscon, trop théorique. Je répondrai à toutes vos questions. Merci beaucoup. Ni trop long, ni abscon du tout. Extrêmement pertinent. Je pense que tout le monde est très sensible à la qualité de ce que tu viens de présenter et surtout à la finesse de l'argumentation et du raisonnement. Ça appelle évidemment très normalement des réactions. Alors, il y a Pascal Piat qui s'est beaucoup engagé dans un monologue pour l'instant, puisqu'il est revenu à plusieurs fois dans la rédaction de propositions et de questions. Le plus simple serait peut-être, Pascal, que les questions soient posées directement ou la réaction, ça permettra que ce soit plus vivant. Avec plaisir. Bravo pour l'ambition, l'équipe de Cocaine, parce que là, c'est quand même sacrément ambitieux. Ce qui m'étonne le plus, c'est effectivement les problématiques de gouvernance. Nous, à notre petite échelle, sur ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'y frotter alors qu'on n'est même pas créé. Comment ça se passe, la résistance au changement du collectif? On peut ne pas y répondre si c'est trop sensible. Alors non, je dirais que le changement,
il y avait un désalignement au niveau de la gouvernance associative. Il y avait un désalignement entre une partie du conseil d'administration et cette structuration par le directeur de l'organisation de travail. Voilà, donc, quelque part, le changement était déjà le changement contre la stratégie initiale, etc. Donc, il facilitait le changement de stratégie, puisqu'il appelait ce changement de stratégie. Et l'arrivée d'un nouveau directeur, etc., a été faite pour ça. J'ai fini par le comprendre. A été faite pour ça. Donc, quelque part, il n'y avait pas forcément de résistance au changement. Pour autant, on parlait de quel changement? Je parle uniquement des administrateurs. On parlait de quel changement? On passe d'un modèle très structuré, très pensé, très directorial à quoi? Alors voilà, toute la capacité, c'était de qualifier ce changement, et c'est là où le président Dominiques est arrivé avec une proposition théorique, une proposition d'accompagnement, en disant, voilà, il ne suffit pas d'avoir une stratégie d'outils, y compris à minima. C'est-à-dire, on peut avoir une stratégie d'outils changement d'échelle, mais on aurait pu avoir aussi une stratégie d'outils petit bras. C'est-à-dire une stratégie d'outils, j'accompagne mes adhérents par des petits tableurs Excel, etc. Voilà. Donc, sortir d'une stratégie d'outils, c'est accepter de partir sur une ambition de réforme, etc. Tout son travail a été politique d'amener ce changement, de le qualifier en disant il est du côté sociétal, il est du côté de la place de Cocane dans la rénovation sociétale. Voilà. Ça, c'est un travail politique qui a mis beaucoup de temps à se faire. On parle d'années, enfin, ça met 2 ans à se faire avant d'embarquer, et il continue d'être questionné. Et il pourrait même être questionné d'une manière beaucoup plus radicale. C'est-à-dire, si au bout d'un moment, la qualification de ce changement devient pas trop tangible, toujours floue, imprécise, pas assez objectivée, etc., évidemment, il va être sanctionné. C'est-à-dire, cette projection va être sanctionnée. Au niveau de l'équipe, autant dire que la résistance au changement était totale. Totale. Dans une équipe, voilà, quasiment totale, j'exagère. Les appuis étaient très faibles, ou étaient peu nombreux, on va dire. Étaient peu nombreux. Donc, voilà, c'est-à-dire cette idée de passer d'une expertise descendante sur les adhérents à une logique de, si on n'est pas des experts, on est quoi? Quel est notre rôle? Quel est notre métier? Quel est notre travail? Quelle est notre identité professionnelle? Qu'est-ce qu'on fait? On passe les plats, on fait des commissions d'attribution de bourse, on est des administratifs, on fait quoi? Et je n'ai pas toujours résolu aujourd'hui, et c'est normal, cette question-là. C'est-à-dire le changement de métier d'identité entre une vision descendante verticale vers une vision d'animation territoriale, d'animation transversale. Du coup, ça pose vraiment des questions de positionnement de travail. Et ça continue de provoquer une résistance au changement. Voilà. Mais c'est normal, puisqu'effectivement, il y a une instabilité de position d'une partie de l'équipe sur quel est mon métier, quelle est ma fonction. Si finalement, on me dit que les experts du réseau sont bien meilleurs que moi, savent tout, et voilà. Enfin, donc ça, c'est très délicat, mais c'est superbement intéressant aussi d'arriver à se décentrer professionnellement en se disant que l'utilité, c'est cette capacité de qualifier les besoins, de mettre en relation les ressources et d'organiser les dispositifs. Voilà. Je vous avouerai que ce n'est pas simple, je vous avouerai que ça nécessiterait là aussi un accompagnement spécifique. C'est pour ça qu'Atemis a créé aussi un groupe de pairs entre les salariés du réseau pour accompagner ces réflexions sur l'évolution du métier, etc. Merci bien. Sébastien. On pourrait parler de la résistance au changement des partenaires. Hein. Eh ben, oui, vas-y. Donc, cette idée de se dire, mais nous avions une stratégie, certes, elle n'a pas donné forcément tous les résultats attendus, etc. Vous nous emmenez vers où, alors que vous représentez pour nous une zone de risque maximale? Bon, alors là, paradoxalement, je pense que c'est là où le changement est le plus facile à imposer. Parce que
finalement, ils adhèrent très vite à une autre proposition stratégique, tant qu'il y a une proposition stratégique et qu'elle est gouvernée, qu'elle est dirigée. Le pire, ça serait l'absence de lead pour des partenaires qui cherchent à savoir qui dirige ici, qui gouverne et sur quelle orientation. Voilà. Plus la crise est importante, plus elle est systémique, plus ils vont adhérer à une proposition évidemment alternative. Parce qu'au moins, il y en a une. Au moins, on se raccroche à celle-là. Voilà. Au fil du temps, on essaie d'amener un dialogue, des visites de terrain pour objectiver ce qu'on attend par changement de modèle économique des jardins, etc. On en a fait beaucoup. On en a fait une petite dizaine, plus des séminaires. Et on invite tout le monde, tout le temps. On fait des comités de pilotage avec nos partenaires bancaires, nos partenaires financiers, dans lesquels on explique toute cette démarche, tout le temps. Voilà. Donc, c'est une logique de transparence qui est délibérée, voulue, pour dire le changement, vous le voyez en même temps que nous. On ne vous cache rien. Il n'y aurait eu rien de pire que de tenter de masquer les éléments de crise, etc. Voilà. Donc, c'est de la pédagogie et en même temps, de leur montrer que cette expérimentation au changement, eh ben, elle crée des zones d'incertitude. Voilà. Et qu'on n'est pas capable de répondre forcément à toutes leurs… Merci. Oui, Sébastien, pardon. Merci. Bon, déjà, tout d'abord, merci à Julien pour ce témoignage extrêmement riche, cette trajectoire extrêmement pertinente. Alors, moi, ce n'est pas une question que j'ai envers Julien, mais c'est une invitation, une proposition. Au niveau des clubs régionaux EFC, on montre que le développement, alors ici en Hauts-de-France, on arrive à faire coopérer alors des gens qui de prime abord ont l'air très différents, mais au bout de quelques années, voire une décennie, on arrive à ce qu'ils coopèrent ensemble, des dirigeants d'entreprises, d'économie sociale ou solidaire, des citoyens, etc., des collectivités territoriales. Ce qu'on est en train de montrer au niveau du Club Noé, c'est que de plus en plus va se développer ce qu'on appelle des écosystèmes coopératifs territoriaux, on peut les appeler Ecopol, Agora, PTCE, assez similaires, je dirais, alors pas forcément avec le même enjeu que les jardins de Cocagne, mais assez similaires. Et donc, c'est une proposition à Julien, effectivement, de croiser nos retours d'expérience, nos compétences, etc., bien sûr avec le support d'Athénis et de l'Institut européen. Je pense que ça sera extrêmement intéressant et riche de croiser les retours d'expérience des jardins de Cocagne et puis d'autres écopoles, écosystèmes coopératifs territoriaux qui se génèrent de plus en plus déjà en Haute-France et certainement dans d'autres régions à court terme. Merci. Vous avez compris vous savez que si vous voulez poser des questions, vous inscrivez cette demande en mettant parole dans la colonne de conversation. Moi, j'aurais tout de suite peut-être une question. Comprendre pour toi, pour vous en général, la question de l'insertion qui vient s'ajouter à la question du bien-vivre alimentaire, qui s'inscrit aussi dans une logique du développement territorial. Comment toutes ces dimensions sont pensées pour s'épauler, autrement dit, comment elles font ressource les unes aux autres, ou est-ce qu'elles relèvent plutôt d'une accumulation de handicap? Est-ce qu'on veut sauter toutes les barrières en même temps? Donc, on accumule les dimensions à relever de manière un peu très ambitieuse finalement, ou est-ce que ça relève d'une réflexion qui prend le pari que ces déficits ou ces challenges sont dans des résonances positives et qu'en réalité elles s'étayent les unes des autres, ce qui peut être contre-intuitif par rapport à un regard qui de l'extérieur perçoit plutôt une espèce d'accumulation de contraintes, mais qui pour vous, c'est l'inverse, c'est là qu'il y a un regard, à ce moment-là, une idée, il y a un point de vue, quelque chose qui, au sens propre, dérange, arrange autrement, décale, et fait apercevoir un effet de résonance complètement inaperçu
depuis le point de vue dominant, pour qui ce ne sont que des contraintes qui s'enquillent, et on va débouler des gens qui disent « tiens, je prends tout ». Ils sont dingues, et en plus, ils s'engagent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec le problème d'ailleurs que si jamais ça marche, ça met le bazar chez tout le monde, parce que ça veut dire à tout le monde on renvoie, vous n'avez rien compris donc. De sorte que cette proposition, elle est à la fois extrêmement intrigante d'un côté, elle peut être excitante, mais en même temps terrorisante, parce qu'elle remet tout le monde un peu le dos au mur. Voilà. Alors, comment ça se présente pour vous? La façon dont ces dimensions s'étayent ou, au contraire, se gênent. Alors, je répondrai déjà que, initialement, l'idée du jardin de Cocagne, c'est précisément déjà cet effet de résonance. C'est-à-dire que faire du maraîchage bio avec de l'insertion, c'est-à-dire des publics exclus, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Du point de vue de l'agriculture, c'est un truc de malade. Donc, rien que ça, c'est déjà un effet de surprise qui perdure. C'est-à-dire Et là où je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que moi j'ai dirigé pendant presque 10 ans la Fédération des agriculteurs bio. Quand je découvre ce modèle-là, je le connaissais, mais je me rends compte à quel point il serait susceptible de réformer tout le système agricole. Tout le système agricole. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en faire un truc périphérique, hors champ agricole, basé sur la politique de l'emploi, mais on pourrait le mettre au centre d'une réforme de tout le système agricole français. Donc, uniquement le modèle du jardin de Cocagne. J'entends par là, par exemple, résoudre… Tu précises ça, c'est important. Et tout simplement, trouver les bons échelons et la bonne taille de la relocalisation du système agroalimentaire français. 2, arriver à décapitaliser l'industrie agroalimentaire française et l'agriculture française, notamment par le fait qu'elle devient une politique publique, une économie mixte de politique publique, puisque nous sommes financés sur la ressource humaine comme sur les investissements par l'État et les collectivités. 3, résoudre cette crise du travail agricole. Terrible crise du travail agricole qui, d'un côté, individualise le chef d'exploitation qui travaille trop, qui doit tout faire, et de l'autre, précarise des travailleurs détachés, encore plus qu'ils ne le sont, venant de Roumanie, de Bulgarie, d'Espagne, etc. Donc, le modèle insertionnel français pourrait, sur des échelons très vastes, très larges, créer cette économie mixte de circuits courts agricoles, agroalimentaires locaux, à partir d'une formidable mise en compétence de centaines de milliers de personnes dans les campagnes, les villes périphériques, etc., pour rendre possible cette économie relocalisée, etc. Donc, rien que ça, c'est déjà en soi, effectivement, extrêmement dérangeant. Alors, à toute petite échelle aujourd'hui, on arrive à réussir quelques effets de révélation. Par exemple, il y a un réseau qui s'appelle Manger Bio, de plateformes paysannes qui fait de la logistique pour la restauration collective. Ils viennent de nous découvrir. Moi, je suis allé les voir en leur disant, il y a un an et demi, il y a un truc formidable, il faut que vous voyez ça, il faut que vous voyez ce truc, quoi. Voilà. Apparemment, ça n'a pas fait tilter. Et là, le président, le vice-président du truc, ils viennent découvrir, il est tout fou. Il se dit, mais mon Dieu, mais ce truc, c'est génial, quoi. Et ils sont en train de créer des véritables projets coopératifs très structurés en région centre, en région Haute-Garonne, enfin Occitanie, et ils vont fabriquer des trucs ensemble et qu'on va inaugurer très prochainement. Voilà. Donc déjà, il y a là vraiment un truc énorme. Ensuite, dans ce que tu disais, oui, effectivement, quand tu rajoutes tous les éléments, tu risques le plantage, effectivement. Par exemple, une stratégie de diversification d'activités qui peut être menée par certains jardins de Cocagne sans une vision globale, sans une capacité de penser l'économie coopérative, etc.,
les emmène parfois dans le mur. Donc, la multiplication des enjeux et de les transformer en activité économique, je prends l'exemple d'un jardin qui va se lancer dans la transformation et qui n'arrive pas à penser son modèle, il va cumuler un déficit structurel d'exploitation avec un nouveau déficit, celui d'unité de diversification, etc. Donc là, tu cumules, et à force de trop cumuler, tu fais des gros plantages. Voilà. Donc, vraiment, toute l'intelligence des développeurs territoriaux qu'Ocagne aujourd'hui, c'est d'arriver effectivement à basculer tous ces éléments d'handicap en économie subtilement et intelligemment pensée pour trouver des équilibres de fonctionnement, là où ils sont parfois perçus par la collectivité comme étant finalement preneurs de tout. Pour peu qu'on leur paye un truc, ils prennent tout et ils se démerdent avec. Voilà, donc, c'est là où ils doivent, eux, transformer cette logique clientéliste, voire opportuniste, etc., en une fabrication d'un autre mode économique, etc. Je pourrais donner plein d'exemples, c'est très subtil, très fin, cette transformation d'une économie, de ressources, de logique ressources, au risque de logique de contrainte et de handicap. Agali. Bonjour Julien. Merci énormément pour ton intervention. Il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Donc moi, je suis à la Caisse centrale MSA, je suis responsable prévention des risques professionnels et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui me parlent dans ce que tu as témoigné en termes de remontée du terrain et de valorisation de ce qu'ils font, de changement de gouvernance. C'est aussi ce qu'on a essayé de rénover, là, accompagné d'Athémis sur notre nouvel plan stratégique de santé et sécurité au travail. Je sais que vous travaillez beaucoup avec l'action sanitaire et sociale, mais je pense qu'il faut qu'on renforce les liens aussi avec tout le travail qui est fait, et qui est fait sur le terrain d'ailleurs avec les médecins du travail, les conseillers en prévention, et qu'on travaille aussi plus ensemble. Et ce qui m'a parlé là, c'est vraiment ce que tu dis sur comment votre modèle peut être un modèle dont on porte ensemble à plusieurs organismes justement cette logique de mettre en avant le sens du travail, la qualité du travail. On voit tout ce que crée aujourd'hui comme dysfonctionnement le monde agricole, notamment sur le risque psychosocial, sur ces exploitants qui sont débordés d'activités pour ne pas dégager un revenu suffisant pour en vivre. On voit, on est en plein là dans les clusters, en système justement d'emploi saisonnier pour la production agricole, et dans les abattoirs, on voit aussi tout ce dysfonctionnement là qui est exacerbé avec cette phase Covid, où justement l'appel à de la main-d'œuvre de sous-traitance venue de pays étrangers crée d'énormes problèmes de santé, en même temps d'exploitation, en fin de compte, de ces personnes pour des salaires de misère. Voilà, et voilà, je ne sais pas par où commencer, mais il y a tellement de choses que voilà, il y a des choses à faire ensemble, parce que ce qu'on voudrait, nous aussi, en matière de santé, en matière de sens du travail, c'est porter justement des mutations, accompagner des mutations, des transitions dans le domaine agricole, essayer de travailler aussi sur l'accessibilité aux terres, qui est un vrai problème pour des jeunes, des nouveaux ou des personnes qui ne sont pas spécialement non plus issues du milieu rural pour s'implanter, trouver des exploitations viables sur les territoires ruraux. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est les politiques agricoles communes, en quoi ce que vous faites, en fin de compte, est relayé au niveau justement de l'Europe, parce que ces choix économiques qui sont faits, ces choix politiques qui sont faits, influent énormément derrière les capacités ou pas de développer certains systèmes. Donc ça me préoccupe énormément. Comment vous agissez à ce niveau-là, je dirais. Comment ça peut être visible aussi au niveau des décideurs politiques de l'Europe, puisqu'on sait qu'il y a énormément de choses qui se décident là. Mais j'ai plein de questions, alors voilà, faudra qu'on en reparle. Ça mériterait effectivement travailler sur concrètement avec vous, sur des alternatives. On y a pensé, on a même commencé un travail. Je vais prendre un exemple. Les exploitants qui sont au bout du rouleau. Donc pour éviter les suicides, pour être
développement. Voilà, bon. Dans le temps, le fondateur dont je parlais avait créé une expérimentation direction de l'emploi MSA et agriculture dans le Doubs, où effectivement, il avait pu aider un exploitant en préemptant sa ferme, en le mettant temporairement en chantier d'insertion. Ce qui fait que lui, l'exploitant devenait salarié, encadrant, et qu'il prêtait son foncier à la production légumière d'une unité mobile. Voilà. Et du coup, on a commencé à réfléchir ça avec la CCMSA, qui était intéressée, parce qu'aujourd'hui, la CCMSA, vous me direz si je me trompe, avec les partenaires sociaux, etc., a pu trouver comme solution notamment la capacité, entre autres, de payer des vacances à l'exploitant, etc. Voilà, donc, on s'était dit, voilà, donc on a ce projet dans les cartons, mais qui est très concret. Alors, c'est là où on pourrait, nous, imaginer une solution remarquable, parce que vous imaginez que ça nous permet, nous, d'obtenir des terres supplémentaires. Ça soulage le producteur, y compris sur ses enjeux financiers. Et en plus, ça crée peut-être des passerelles emploi entre des personnes que nous, on forme et qui pourraient ensuite travailler demain sur la ferme, etc. Mais monter un truc comme ça, c'est un vrai projet national. Voilà. J'ai cité que ça, hein, mais il y en a… Là, celui-là, il faut vraiment qu'on en parle parce qu'on est en train d'évaluer ce dispositif Répit qui a été lancé, c'est vrai, par l'Action sanitaire et sociale, qui est un dispositif d'urgence pour que les personnes respirent, partent, prennent des vacances, voilà, et qu'on puisse leur payer et ces vacances et les services de remplacement qui les remplacent sur les exploitations. Sauf que nous, quand on a, en fait, la prévention, la santé et sécurité au travail a mis aussi des contributions financières. Et du coup, ça nous pose une question du parcours. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les gens partent, ils reviennent 3 mois après, 4 mois après, ou même 1 mois après, ils sont dans la même situation de marasme, de surcharge de travail, de contraintes économiques fortes. Enfin et du coup, on veut réfléchir un parcours et il y a toute une évaluation qui est en train d'être faite. Donc, il faut qu'on se voit parce qu'on est en train de réinventer. Et moi, je prône un parcours où on fait un diagnostic amont. Ok, ils peuvent partir en vacances, ok, pourquoi pas, mais on revient et on construit quelque chose pour l'avenir, quoi. Sinon on n'y arrivera pas. Et il peut y avoir différentes orientations de construction d'un projet d'avenir, dont c'est sûr, les décrochés d'exploitation pour les ressourcer ailleurs, ça peut être une solution aussi. Enfin, il peut y avoir plusieurs solutions. On est en pleine phase d'évaluation de ça. Donc, sachant que là, ce dont parle Julien, c'est que c'est une occasion de décrocher en restant sur place. C'est-à-dire, c'est un changement de place sur la même place. Ça a un effet de territorialisation du même espace, mais par une activité qui est complètement ressourcée, y compris lorsque ça s'arrêterait. C'est très, très puissant, cette histoire-là, et qui consisterait effectivement à refonder l'acte paysan par un détour vers un acte d'accompagnement, d'insertion, mais qui en réalité est en même temps une insertion du paysan lui-même dans son exploitation, qui est en train de le quitter ou qu'il quitte parce que c'est pour ça qu'il craque. Et là, on est bien sur une refondation de l'activité agricole tout court. C'est vrai, ça c'est très, très… Alors c'est vrai qu'il y a cette question-là du projet qui se met en place sur la prévention notamment des suicides à travers la question d'évaluation des logiques de répit. C'est très, très intéressant. Vraiment. Et je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Magali. Non, mais il faut qu'on en rediscute. C'est vraiment le bon moment parce qu'on a pris un cabinet pour évaluer là, enfin, l'Action sanitaire et sociale et à partir de l'automne, on va essayer de construire autre chose, quoi. Alors sur ce point-là, j'avais deux questions, enfin deux remarques. Il y en a une qu'on avait déjà évoquée ensemble quand on s'était vu il y a quelques temps, quelques mois avec Julien. Cette idée que ça a été remarqué un peu par Pascal tout à l'heure dans une remarque qu'il a faite dans les conversations. C'est une insertion qui passe par un travail de la terre. C'est pas n'importe quelle insertion. C'est pas comme les logiques d'insertion par l'économie qui se feraient dans des usines. Non pas qu'il s'y passera rien là, mais le rapport à la terre a une fonction thérapeutique extrêmement puissante. Pas simplement par le fait qu'on donne un rapport aux éléments, mais parce qu'il se fait que dans cette activité-là, les gens ont la possibilité d'accéder
à bout en bout de ce qu'ils font. Ils plantent et ils récoltent. Ils suivent ce qu'ils font dans la totalité du processus qui s'engage à travers ce qu'ils font. Il y a deux enjeux pour moi, c'est qu'ils peuvent régler leurs gestes sur le résultat, puisqu'ils accèdent au résultat. Donc il y a un effet d'apprentissage qui est à l'échelle du sens. Et deuxièmement, ils produisent quelque chose qui en soit aussi une dimension de sens. Et enfin, dans un moment où parle le bio, c'est le sens lui-même qui est rediscuté. Donc cette fonction d'étayage est extrêmement puissante. Et là, la question qui se posait, c'est que quand on parle d'insertion, on laisse entendre que les gens sont aidés à revenir dans le système qui les avait chassés. En réalité, là, ils sont aidés à accéder à une activité qui modifie le système d'où ils viennent. Et donc, la question, c'est comment ils y retrouvent, parce que vous ne pouvez pas les garder longtemps. Donc, quand ils sont, entre guillemets, libérés, comment ils s'en sortent s'ils retombent ou s'ils tombent dans des organisations qui ne sont pas inspirées par cette puissance de pensée et d'ambition qui a soutenu leur parcours d'intégration. Je ne serais pas aussi… le rapport à la terre et la dimension thérapeutique, effectivement, est notre spécificité. Après, par exemple, bon, je me souviens d'un débat avec des gens en insertion dans un jardin de la Drôme. Je vais dans la pièce et il n'y a que des migrants d'au moins tous les pays. C'était passionnant, hein. C'était un questionnement sur le travail. Le travail dans le jardin, à quoi sert-il, enfin, quelle vision de la vie par rapport à ce travail, etc. Bon, c'était passionnant. Aucun des gens présents ici ne voulait travailler dans l'agriculture ou n'avait l'ambition de poursuivre dans l'agriculture. Donc, ils ont parfois le sentiment, de toute évidence, ils étaient heureux d'être là, mais ils ont parfois le sentiment d'avoir été projetés là, sans choix, voilà. C'est une logique de prescription par défaut. Alors, les migrants, on les met où? Dans le jardin de Kokane. Il y avait un dentiste du Soudan. Il y avait, etc. Et ils voulaient travailler où? La plupart dans le bâtiment. Ou dans les services à la personne pour les femmes. Voilà. Donc, honnêtement, ça questionne quand même sur le fait que les jardins réussissent. Alors, ils vont aussi mieux réussir, à la limite, cette dimension thérapeutique fonctionne mieux pour des gens qui, effectivement, et c'est la deuxième partie de notre public, qui est soumis à des troubles psychiatriques plus ou moins importants. Et là, effectivement, le rapport à la terre, etc., peut être facilitant dans la récupération de ces fonctions, etc., etc. Mais ça pose d'autres questions pour ce public-là. Ça va poser la question des relations entre les institutions d'aide et de santé, de soins psychiatriques, notamment, et le jardin de Kokane. Je ne suis pas du tout sûr aujourd'hui qu'il y a une fluidité, voire même le contraire, entre la fonction d'insertion par l'activité économique que nous avons avec un public qui va souffrir de ces problèmes-là et les institutions de santé psychiatrique. Ce qui fait que, là je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais je m'interroge sur la place d'une personne, je pense à un film documentaire qui a été fait sur le réseau Kokane, où on voit une personne qui est en souffrance de post-addiction extrêmement grave, soumis de tremblements. On se demande ce qu'il fait là, quoi. Enfin, on se demande qu'est-ce qu'il fait dans un jardin à éplucher des oignons alors qu'il est en souffrance physique et mentale extrêmement forte. Voilà. Donc, ça pose la question de comment mieux prescrire des publics sur les jardins pour que l'expérience du métier de la terre soit peut-être plus en adéquation
avec des trajectoires de vie et ou des dispositifs de santé, enfin, un accompagnement global de la personne sur ces enjeux-là. Voilà. Au risque parfois de mettre les gens dans des situations de souffrance physique. Hein, ouais. Mais c'est peut-être, et on s'arrêtera peut-être là-dessus, une des dimensions d'interpellation devant vous. Tu as parlé des enjeux, dans la synthèse, des endroits où il va falloir avancer. Et peut-être que cette dimension qui est au départ même du projet Cochrane, qui fait partie, c'est dans votre ADN, ça. Est-ce que ce n'est pas une question qui est complètement à repenser, compte tenu de ce que tu dis? D'abord, une diversité des populations d'insertion entre un immigrant et quelqu'un qui a un déficit fonctionnel mental, ce n'est pas exactement la même affaire. Et donc, ce que signifie l'insertion comme mission qui soutient votre projet, parce qu'on voit bien, sans que le mot ait été prononcé, mais on le sent, qu'il y a un risque d'instrumentalisation de cette question-là, par laquelle, après tout, on pourrait passer pour obtenir des moyens de subvention, de financement d'une question qui se passe ailleurs. Ce n'est pas votre idée, mais c'est un risque. Et donc, que le modèle économique passe aussi par une reprécision du modèle politique d'insertion sur lequel il est appuyé, en lien avec une réflexion sur la santé qui s'engage dans l'activité de travail, et tout ceci dans la perspective d'un territoire qui devient plus sain par la capacité d'y accueillir ceux qui l'habitent. Ça, ce n'est pas directement de l'économique en termes du monétaire, mais c'est de l'économique en termes de la fonction servicielle, la performance d'usage qui se joue là. Et ce qui je trouve très intéressant, c'est que cette dimension qui est au départ de votre projet, il est sur les fonds baptismaux. Ce n'est pas une affaire réglée du tout. Elle est reprise, remise en... Et elle pourrait très bien faire que le tout se casse la figure si on lâchait trop le regard sur cette affaire-là, au motif qu'il y a des fronts aujourd'hui socialement plus organisés, quoi, et qui vous convoquent plus directement. Je trouve que c'est un point extrêmement riche. Alors, pour le coup, la question avec la MSA devient redouble d'intérêt, quoi. Voilà. Bon, peut-être y aurait-il... Oui, vas-y. Là-dessus, alors, ça ne nous a pas échappé. Hein. D'accord. Comment repréciser le modèle d'insertion au moment où on fait cette rénovation du modèle économique. Bon, très bien. Ça veut dire que là, on tente... Bon, on a un forum à la fin de l'année, vous serez invité. On a un forum sur le thème de l'émancipation. Le conseil d'administration a voulu ça. C'est-à-dire, en gros, résumons la phrase, au-delà de l'insertion, virgule, l'émancipation, point d'interrogation. C'est ça. Voilà. Très bien. On travaille avec Equitaz, qui est une association de travailleurs sociaux, qui travaille la question de l'organisation communautaire des publics précaires, le fait de les remettre dans des espaces de citoyenneté active, etc. etc. Alors évidemment, quand on apporte un sujet comme ça, il percute complètement le métier. Alors, le métier d'insertion par l'activité économique est, en termes du travail social, un sous-métier du travail social. Donc, il percute cette référence métier qui est je lève les freins à l'emploi et je mets la personne dans le marché ordinaire de l'emploi. Voilà. Cette insatisfaction du projet de l'insertion et de ses limites, pour répondre à ta question précédente sur pourquoi les remettre dans un système qui va les briser, etc., cette insatisfaction percute notre référence métier. Il doit y avoir 300 personnes qui travaillent dans le réseau et qui font ça, qui lèvent les freins à l'emploi et qui remettent dans le marché ordinaire de l'emploi. Voilà, donc arriver aujourd'hui à bousculer ce métier et cette référence, il faut faire très attention, parce que c'est quand même le socle. Mais, voilà, mais toutes les insatisfactions qu'on ressent à différents niveaux, il faut aussi qu'on leur donne une issue, un débouché différent et tester des expérimentations peut-être où effectivement on tente de faire autre chose que de l'IAE. Voilà. Mais c'est là pour peut-être pour conclure et reprendre la remarque de Magali Caillon tout à l'heure, et la tienne aussi. Hein. Ce que vous faites a vocation à réinterroger le modèle de production agricole tout court. Et incidemment est un enjeu de santé des producteurs actuellement, qui sont très mal commencés.
pour la même raison, d'une certaine manière, que celle qu'on évoque là, avec une fenêtre très particulière qui est celle de l'insertion. En réalité, on a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont plus des paysans, et qui ont un problème de désinsertion à leur propre milieu. Voilà, et ils ne savent plus où ils sont. Bon. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je voudrais vraiment te remercier, Julien, pour cette dernière séance qui a été vraiment très, très, très intéressante. Vous remercier tous pour les 12 séances que nous avons eues. Et on redémarre un cycle qui ne se produira pas avec la même fréquence à la rentrée en Vietnam, mais donc qui va organiser un jeu d'alternance dans les propositions entre ce qui s'organise aujourd'hui le mercredi et puis ce qui s'organisait jusqu'ici le jeudi. Et donc la première rencontre sera le 9 septembre, vous en serez informés, et sur un mode de programme qui sera précisé en son temps. Merci vraiment à tous. Je voudrais remercier Sébastien, Justine, Mélanie qui sont avec moi et Simon qui n'était pas là aujourd'hui, qui sont avec moi ceux qui ont organisé ces séances du jeudi en les animant et en les préparant. Sans eux, on n'y serait pas arrivé, je n'y serais pas arrivé et j'espère que ça continuera comme ça. Bonnes vacances à tous et puis à très bientôt.